Alors, place à la gestion d'interaction. On va commencer par rappeler l'historique des arbitrages de la semaine dernière avec un tableau qui remet ça en perspective. La semaine dernière, on s'est renforcé dans Société Générale. On a acheté la Société Générale. On a commencé par acheter le 27. On est revenu sur les banques et après une sorte de discussion, on a choisi la Société Générale, tout en se gardant la possibilité d'en prendre une autre, mais on va y revenir. Et on reviendra dessus parce qu'on va se renforcer sur les autres également. Alors attendez, qu'on suive bien. On a vendu, pour commencer, Forcia, on a acheté Société Générale, on s'est renforcé même après dans Société Générale et dans Vivendi. Exactement. Comme Bolloré. Comme Bolloré, on suit le mouvement. On ne va pas être d'accord avec Hubert, je vous le dis tout de suite. Mais Hubert est d'accord avec Bolloré en général. Pour l'instant, non. Aujourd'hui, Bolloré, effectivement, en achète. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il en achète tant que les titres montent. Donc, je ne sais pas qui en vend, puisque il y a des activistes qui demandent à Bolloré, des investisseurs activistes, de verser un dividende jusqu'à 9 milliards. Donc, de verser tout monstrueux, avec une résolution à l'Assemblée Générale pour 2,6 milliards et une résolution pour le solde. Mais Bolloré monte, donc la décote finira bien par se réduire. C'est ça. C'est le pari que nous faisons. Et puis la stratégie. Et on va voir comment s'est comporté ce portefeuille alors. Absolument. Sur la semaine, voilà, on rappelle, plus 0,30%, comment ça se décompose? Plus 0,30%, alors en tête des performances, on a le groupe Eurotunnel, avec une performance sur la semaine de 3,28%, une contribution de 0,10%, c'est bien. Comme quoi on n'avait pas creusé le fond des taux d'intérêt et de la croissance. Quand on touche le fond, on creuse le tunnel. Et de la croissance anglaise. Et voilà. On a parlé de l'Italie, mais effectivement, la France est peut-être dans une mauvaise situation. L'Allemagne ne va peut-être pas extrêmement vite, mais elle va vite. Mais l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre vont vite. Alors on est au milieu, et puis celui-là, il est entre les deux. Alors voilà, et puis pour la petite histoire, les exilés fiscaux sont partis l'année dernière en prenant l'Eurotunnel, en le fréquentant assez souvent. Les Anglais ça remplit des Eurostars en entier, ça remplit, je sais pas, mais en tous les cas, ça génère pas mal de mouvements. Toujours est-il que les Anglais sont en train de revenir chez nous avec une monnaie plus forte. On va les revoir venir se balader dans une Europe où l'euro les favorise en termes de consommation. Ok, qu'est-ce qu'il y a de notable sinon dans ce portefeuille? Allianz que vous voyez en deuxième position, une progression de 4,10, ça c'est intéressant parce que, enfin un poids de 4,10, pardonnez-moi, une performance de 2%. Allianz tient bien le portefeuille. Sodexo qu'on voit juste après joue à plein sur l'effet américain et dollar, c'est une pondération importante chez nous, 4,42%, c'est non négligeable. Et une contribution, comme vous le voyez, nette, il n'y en a pas dans l'indice. Les 4 premiers titres d'ailleurs de notre portefeuille sont des titres qui ne sont pas présents dans l'indice. C'est pour ça que sur la colonne de droite, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de contribution relative négative, puisque tous ces titres étaient positifs et comme il n'y en a pas dans l'indice, c'est que du plus. Ceux qui marchent le mieux ne sont pas dans l'indice. C'est ce qui prouve qu'il ne faut pas hésiter à franchir, mais celui qui marche le moins bien n'est pas dans l'indice. Alors voilà, et on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. Qui joue au yo-yo, parce qu'on était bien remonté avec Neopost, là ça redégringole, pourquoi? Oui, parce que Neopost a annoncé une restructuration en profondeur qu'on connaissait déjà. Donc là, elle est confirmée, c'est intéressant. Ça va probablement peser sur ses marges et les marchés financiers n'aiment pas qu'on... Bon, est-ce qu'il n'est pas temps de virer Neopost? Ça serait dommage. Moi, je ne suis pas un fanatique de Neopost parce que le métier est compliqué à comprendre et c'est une mutation. C'est une mutation. Le virage digital est en cours. Et c'est pas la semaine où ils annoncent effectivement des marges plus faibles, sensiblement plus faibles, mais également un investissement, une co-entreprise, comme on dit, avec Esker dans le domaine des envois sécurisés, etc. C'est probablement pas le moment de les lâcher. Ce qui est vrai, c'est qu'on attendait quand même que l'effet dollar compense l'effet restructuration, et l'effet restructuration n'est pas complètement compensé par l'effet dollar. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'effet dollar ne joue pas encore à plein sur les comptes des entreprises. Ce sera probablement une autre bonne surprise un petit peu plus loin, et c'est la raison pour laquelle on la garde. C'est pas le moment de le lâcher, ça c'est mon opinion. On s'accroche donc à Neopost. On s'accroche à Neopost, sachant que on n'est pas surexposé en valeur de taille moyenne, donc oui. On a celle-là. Enfin bon, il faut en avoir plusieurs et elle ne monte pas tout le temps, celle-là. Absolument. Les autres non plus. Il y a plus de volatilité, en effet, souvent sur les valeurs moyennes. Alors, on a fait le tour pour la performance. Oui, je crois qu'on a. On va rentrer dans le débat. Cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Alors attendez, première chose, dans les actualités, il y a Vivendi
et donc dont on a parlé avec du Bolloré, avec dans Bolloré. notre Donc, portefeuille. on a du Vivendi, on a du Bolloré. Donc comme je l'ai dit, Bolloré, Vivendi n'est pas archi puissant dans la valorisation de Bolloré, mais il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose, comme on l'a dit, c'est à ce moment-là qu'on a entré le Bolloré dans la communication financière de Vincent Bolloré lui-même, en donnant à la fois toute sa structure et tout son autocontrôle de manière à ce qu'on valorise mieux les choses. Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on va avec Vivendi? Vous avez une idée vous arrivez non, à non, lire? mais c'est impossible de lire. On n'y va qu'au moment où Bolloré, ou Vincent Bolloré même lui-même, même pas la société, aura la maîtrise ou estimera avoir la maîtrise de ce cash, il en fera quelque chose. Et encore une fois, c'est jamais trop mauvais quand il fait des choses. Ça peut même être quelque chose qui favorise son propre groupe. On peut imaginer des fusions, etc. Donc, Bolloré a fait du cash, par ailleurs. On sait qu'il veut donner un groupe de médias à ses enfants, oui, c'est ce qu'il prétend depuis des années. C'est ce qu'on dit, mais... Un rapprochement Bolloré-Vivendi, mais on n'a pas entendu parler qu'ils vendent tous les flux financiers avec l'Afrique. On n'a pas entendu parler qu'ils renonçaient aux batteries. Donc, c'est une manière de bien présenter les choses. Il n'est pas mauvais en communication, c'est vrai, lui-même, sans aller jusque ses enfants. Alors, il vend du Havas. Il le place bien, finalement. Il faut dire que c'est le moment où on reviendra, où ce secteur va bien, et il achète du cash, avec des cotes. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui fait une bonne opération. Donc, en étant de son côté à lui, déjà, en étant sur Vivendi, on attend les bonnes surprises parce qu'il fera des choses intelligentes, mais en étant de son côté à lui dans Bolloré, on ne fait pas une mauvaise affaire. Bon, si je résume, on ne sait pas où on va, mais on lui fait confiance. Alors, on lui fait confiance et encore une fois, comme l'a dit Hubert, on achète en décote simple du cash qui va de toutes les façons réemployer dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement bas. J'allais dire, les 3% de rendement qu'il pourrait trouver sur n'importe quelle classe d'actifs aujourd'hui donnerait de facto de la valeur à son investissement. Donc moi, j'ai pas l'habitude de voir Vincent Bolloré faire n'importe quoi. Il prend une position importante dans ce groupe qu'il veut diriger, orienter. On va lui faire confiance. Mais le fait d'être présent aussi dans sa holding, celle qui achète, équilibre complètement le risque. C'est-à-dire que s'il est très gros gagnant plus sur l'un que sur l'autre, on sera sur les deux. On arbitre. Ensuite, Lafarge. Alors Lafarge, ça continue à secouer sur les fusions avec Holcim. Alors maintenant, il y a un autre actionnaire minoritaire qui a demandé une place au conseil, etc. La question de Lafarge-Holcim, c'est plus le potentiel, moi je trouve. C'est que, on a parlé de l'Italie tout à l'heure. Le sentiment qu'on a, c'est qu'Italcementi, ça permet de jouer l'Italie, ça permet de jouer les États-Unis et un peu l'Égypte. Italcementi a l'objectif d'avoir, dans 2 ans, la marge qu'a Lafarge aujourd'hui ou qu'a Vicat aujourd'hui. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment d'arbitrer l'un pour l'autre? C'est ma question. Alors ça, c'est la question qu'on s'est posée, puisque Lafarge est une des valeurs qui recèle d'un potentiel théoriquement important dans notre portefeuille aujourd'hui. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on regarde les révisions de potentiel, et les révisions de potentiel ne sont pas terribles en ce moment sur Lafarge. On a l'impression que Lafarge s'est un peu fourvoyé dans cette histoire. Et ils ont des actionnaires en face qui sont un peu rotors. Oui, ils ont fait une mauvaise année, simplement. Et ils ont fait une mauvaise année. On ne voit toujours pas dans les comptes, puisqu'on est entre gens de bonne compagnie. Holcim leur dit, vous, on ne voit pas dans vos comptes vos bons résultats, alors que dans les nôtres, on les voit. On le verra dans les comptes de Lafarge. Donc on révise. Je rappelle que notre position était de vendre la moitié de la position que nous avions. On est rentré dans Vicat avec réussite d'ailleurs, puisque Vicat qui est une petite cimentière extraordinairement bien gérée, intégrée, etc. Voilà, donc, et qui a des marges qui sont comparables et peut-être plus d'effets de levier. Donc, exactement. Qui pourrait se faire racheter ou pas? C'est opérable? Non. La famille Merceron n'est pas vendeur. Autant qu'on la connaisse. Ça ne semble pas être le cas. En revanche, là où on peut se dire, parce que il ne faut pas sortir du cycle de ce cycle-là en tous les cas, il serait pas mal de rentrer probablement sur Italcementi. Dans les semaines qui viennent. Oui. Donc Lafarge, Italcementi, ça peut être un arbitrage. Donc on ne le fait pas cette semaine? Non, pas cette semaine. Il est en cours d'analyse chez nous. On regarde Lafarge. Là, pour l'instant, on ne vend pas Lafarge. Il ne faut pas aller dans ce cycle-là. C'est un cycle qui est à la fois un cycle de construction et un cycle de pétrole bas. On a 10% de cash, à peu près 9%. Hein. Oui, on va voir ce qu'on en fait tout à l'heure. On va aller sur d'autres secteurs. Encore actualité du portefeuille, les chiffres de l'automobile, un peu partout. Alors, je peux parler des chiffres de l'Espagne, le marché automobile monte de 40% sur un an, donc ça ne peut peut-être pas dire grand-chose. Mais en France, presque 7% depuis le début de l'année, 9,3% en mars, avec Peugeot et Renault qui font aux alentours de 8% chacun. Ça va vite, hein, ça va vite. Il y a plus de levier, évidemment, sur Peugeot que sur Renault. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Mon sentiment, c'est que
elles ne sont pas plus risquées l'une que l'autre, mais que Peugeot peut monter 50% plus vite que Peugeot. Voilà, pour l'instant, on a du Renault en portefeuille, que Renault, je veux dire. Peugeot. Donc voilà, la question c'est est-ce que c'est du cycle, hein, Est-ce qu'il faut arbitrer l'un pour l'autre? Est-ce que dans le cash on peut l'épuiser puisqu'on a un peu allégé l'automobile en vendant du Faurecia la semaine dernière. Exactement, on a vendu Faurecia et il serait probablement opportun. Ce qui me gêne depuis, je l'ai toujours dit sur Peugeot, c'est qu'on visiblement on n'aura pas de dividendes pendant un petit moment, bon, ce qui est à peu près normal compte tenu du contexte qu'a connu l'entreprise. Reste à prouver maintenant que M. Tavares, en l'occurrence, a réussi à redresser cette entreprise. Ça semble vraiment être le cas. Les accords avec Dongfeng vont à mon avis, produire quelques intérêts dans les mois qui viennent. Donc on peut peut-être jouer ça. Elle a déjà progressé de 50%, mais il faut voir d'où elle part. Oui, c'est toujours la même chose. Ça vaut combien, 5 milliards encore? Ça vaut un petit peu plus, je crois. Mais quand bien même, on vient de très loin. Et vu la réussite des sorties récentes sur les véhicules, vu le nouveau conducteur, donc Carlos Tavares. Voilà, vu le nouveau conducteur, je pense qu'on va pouvoir prendre une position probablement d'1% Peugeot. Donc on achète Peugeot 1%. Oui. D'accord. Donc voilà un premier arbitrage, 1% de Peugeot. Fin de l'actualité du portefeuille. La guerre. Juste une question, pardon, je vous coupe, mais pourquoi rester dans les automobiles françaises? Pourquoi pas aller Il y a d'autres constructeurs en Europe. Je pense que le potentiel de Peugeot est plus élevé que celui de Volkswagen. Il y a plus de rattrapage. Que BMW aussi. Et que celui de BMW. Ils ont mangé leur pain blanc. Hein. C'est-à-dire que effectivement, c'est plus amusant de jouer les restructurations. Et que Fiat, parce qu'on parlait de l'Italie. Alors Fiat, c'est plus compliqué. Hein. Bon. C'est un dossier très compliqué. Ok, Fiat. je referme la parenthèse, on reste sur Peugeot. Donc, juste sur l'actualité du portefeuille, est-ce que c'est un début de guerre dans les télécoms? On s'y attendait. Hein. Numérica rachète SFR, c'est pas pour continuer à faire comme SFR faisait avant-hier. Donc, lancement de tarifs qui ont tapé essentiellement sur la valorisation de Free. Mais je repose toujours la question que je pose depuis un petit moment, c'est est-ce que l'histoire des télécoms, on en a beaucoup, et pas derrière nous. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, arrêter Orange pour se concentrer sur Telefonica ou KPN, etc. Alors, KPN, depuis qu'on l'a acheté, se porte plutôt bien. Ah non, mais même Orange est une très bonne performance depuis qu'on l'a acheté. Oui, bien sûr. Mais après, il y a un moment il y a probablement moins de potentiel sur Orange au moment où on parle, malgré le programme 2020 annoncé par Stéphane Richard, qui est quand même assez ambitieux. Oui. Et pour l'instant, Stéphane Richard, il est suivi par ses équipes, ce qui n'était pas le cas, je le rappelle, auparavant. Il a réussi à mettre les hommes en marche chez Orange, et Dieu sait si ça s'est fait de temps en temps au prix de choses très dures. Donc moi, je continue de faire confiance. Alors peut-être pourrions-nous baisser d'1%. On a presque 10% voilà. de télécom. Qu'on ait beaucoup de télécoms, c'est une chose, mais qu'à l'intérieur des télécoms, on arbitre peut-être vendre 1% d'Orange et acheter 1% de KPN. On a beaucoup de KPN déjà. Hein. Oui, mais... Encore une fois, je pense que ça va délivrer à partir de maintenant. Mais je pense que c'est un peu trop conservateur dans le marché d'aujourd'hui. Mais bon. Donc, on ne s'expose pas plus. On ne s'expose pas moins, mais on ne s'expose pas plus. En fait, ce que vous dites, c'est que on a mangé son pain blanc. Est-ce que c'est une vraie protection? Parce que la hausse des télécoms l'année dernière, ce n'était pas seulement de la protection, c'était les paris industriels et notamment le pari de management de Richard qui a été magnifique. Donc, en le jouant sur Telefonica et sur KPN, on joue un peu la même chose. Différemment, mais sur un marché où il y a un risque de guerre des prix qu'il n'y avait pas parce que tout le monde se restructurait et que ce n'était pas le moment de faire le pitre. Bon, donc on vend 1% d'Orange, on rachète 1% du KPN. 1% de KPN, donc on reste au même niveau de télécom dans les portefeuilles, mais on fait un petit arbitrage d'Orange vers le pays Orange, les Pays-Bas. Alors, what else? Alors, bon, c'est la question qu'on se pose tous, 20% de hausse, ça ne va pas continuer sur le même rythme. Hein. Pourquoi pas? On a la BCE qui continue à arroser, on a le dollar la bourse américaine a monté pendant 6 ans, mais ça n'a pas monté tous les jours ou tous les mois. Donc, sell in May and go away. Pas forcément, mais plus ça tourne. On voit que les gens, le marché n'a pas envie de baisser. Toutes les baisses de 1%, le lendemain, on récupère plutôt 1,2 que 1%. Donc on a un marché qui est très solide, lié bien entendu aux injections monétaires, et quand même au cycle, hein, on l'a quand même dit. Donc la rotation des portefeuilles, c'est une question qui se pose, et donc je repose la question sur les télécoms et la question sur les concessions de services publics, de services aux collectivités. Vous aimeriez sortir Veolia, hein? Oui, ça fait longtemps que j'aime. C'est pas Veolia, c'est bien géré. Hein. Il y a un vrai pari industriel, mais ça me semble être
pas dans le cycle aujourd'hui, alors qu'il y a des choses à faire. Voilà. Alors, on ne touchera pas à la Veolia. parole est à la défense. On ne touchera pas, ou à l'attaque, comme on veut. Oui, comme on veut. On ne touchera pas à Veolia pour l'instant. On n'a pas fait paraître tout à l'heure un graphique que j'ai oublié d'ailleurs, qui est celui de la météo, où on est toujours en mode 3. Je rappelle qu'un mode 3, mais bon, on le connaît par cœur. Ben oui, vous le connaissez par cœur. On peut le voir. Bien comme mode 3, pour faire plaisir à Thomas. Veolia, c'est un pari de baisse des taux. Et la baisse des taux, elle est au bout quand même. Et vous verrez qu'il y aura probablement des bonnes surprises sur les commandes auprès de Veolia, de mon point de vue. On garde Veolia. Qu'est-ce que vous aimeriez profiler différemment? Alors moi, je redis les agences de publicité. Donc cette année, on a appris que l'estimation, c'est 4,5% de hausse du chiffre d'affaires en dollars du marché publicitaire mondial. Et donc, je pense que Publicis cumule le dollar, où il y a des marges, et la restructuration dans une société de points morts. C'est-à-dire le numérique, un peu d'émergent aussi. Et beaucoup d'Amérique, surtout beaucoup d'Amérique. Et donc, c'est très compliqué parce que ce secteur-là, c'est un secteur qui va extrêmement vite. On le voit avec TF1 depuis le début de l'année qui monte très vite, des choses qu'on aurait du mal à acheter. Il y a quelques mois, TF1 qui perd des parts de marché tous les jours et qui, en bourse, n'arrête pas de monter. Donc, c'est pas simple. Donc, je remets le dossier Publicis plutôt que d'autres, plutôt que même RTL Group est très cher. Tout ce marché a monté plus vite. Publicis et Havas, alors c'est pas des opérateurs directs, c'est pas RTL, c'est pas TF1, mais à mon avis, il y a du potentiel. Thomas, voilà. Le seul, au moment où on parle, le seul catalyseur que nous voyons nous sur Publicis, c'est l'effet dollar, effectivement. Moi, j'ai pas encore vu dans ces chiffres l'augmentation du cycle qu'on attend, c'est-à-dire on l'attend. On l'a pas. Alors peut-être qu'on ratera, mais peut-être que le catalyseur sera là. Alors, vu le cours de Publicis, on peut encore espérer que ça se passe bien après que la naissance du catalyseur qui nous est cher. Il n'est plus très loin le catalyseur. Eh bien, on le prendra à ce moment-là. Même si les marchés publicitaires ont quand même un peu changé de structure, c'est-à-dire avec le numérique, il y a beaucoup finalement de réflexes qu'on avait avant, c'est réinvestir en télévision, en radio, en presse. Ça paraît absolument énorme. Ça peut aller dans les poches de Google, de Facebook, de Twitter maintenant. Mais pas directement. Il y a toujours besoin d'un conseil quand même. C'est ce qu'a fait Publicis, ce que n'a pas fait Havas. Havas, c'est très français par ailleurs, très européen. Donc c'est ce qu'a fait Publicis. Il a fait cette mutation numérique. Maintenant, le problème qu'il y a sur Publicis, on a un problème, on l'a dit 100 fois, c'est le manager, c'est qu'il faut qu'il y ait un nouveau manager, parce qu'un manager de bientôt 75 ans, c'est très bien, parce qu'il a été très bon, mais il faut en trouver un nouveau. Bon, c'est ça aussi peut-être le catalyseur à suivre. Autre question que je pose, alors on a du Nexity, mais on est quand même très absent de l'immobilier depuis qu'on a vendu avec un très large profit Unibail. Donc Clépierre, il y a Clépierre, il y a ICAD. On a du Unibail encore. Oui, on a encore un peu. Ouais. Clépierre, on a 4,5 de rendement, donc sensiblement plus qu'Unibail. ICAD, on a 5,1% de rendement. Ils n'ont pas de problème de remplissage. Le bureau repart après que les entrepôts soient repartis. C'est dommage de ne pas être présent dans ce secteur qui donne du rendement. Voilà. Alors moi, j'aime pas beaucoup, j'aime pas beaucoup. Je trouve que Clépierre, qui est quand même le numéro 2, c'est le poulidor du secteur à chaque fois, a plutôt des emplacements de deuxième catégorie, là où Unibail est un peu le roi du pétrole à tout point de vue, et dans la gestion des centres commerciaux, et dans les signatures, qui sont quand même remarquables. Donc chez pourquoi Clépierre, acheter du poulidor alors qu'on peut avoir du Merck? C'est ça un peu le... On en a déjà. On a joué deux choses, je le rappelle, sur Unibail, la baisse des taux d'une part, et la qualité de la gestion de l'entreprise. Sur Clépierre, on n'est pas encore dans la même qualité de gestion. La baisse des taux... mais moins de 2% en immobilier, ça me paraît faible pour le portefeuille. Je le retiens, Hubert. non, mais au jour d'aujourd'hui, c'est faible. C'est possible. Mais c'est un paradoxe, ça, pour ceux qui nous regardent, de se dire que l'immobilier, c'est pas défensif, normalement? Non, c'est pas défensif. Ça a plus de rendement que les obligations, ça va monter. Il y a un effet marché. Il y a un effet marché. Le marché de l'immobilier ne baisse pas. Il y a trop. Oui, non, l'immobilier de bureau. Je parle de l'immobilier d'entreprise. L'immobilier commercial. Commercial. On a un effet de rendement puisque les rendements sont liés au commerce.
Donc on a toutes il y a au moins trois raisons pour que ça monte. 3 moteurs, mais trois moteurs pour que ça monte. Vous trouvez qu'on n'a pas assez d'immobilier de commerce? On n'en a pas, mais commercial. Du immobilier tout court, parce que bon, on a l'Unibail, ça a tellement monté que c'est normal d'en vendre. Hein. C'est pas. Bon, on bouge pas sur l'immobilier, Thomas? Pas pour l'instant. Adjugé, vendu. What else? Alors what else? Bon, je reviens sur les valeurs moyennes et petites qui vont prendre le relais, qui n'ont pas fait mieux que le marché depuis le début de l'année, et qui vont prendre le relais. Alors, il faut s'arrêter là-dessus. Parce qu'on est en mode 3. On est en mode 3. Oui, voilà, mais c'est la réponse. Mais derrière, ça veut dire quoi? Parce qu'au-delà du mode, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'en fait, on est prudent, en tout cas, en tant que c'est pas gérant? besoin de la prudence. Parce que personnellement, je pense que les valeurs, plus elles sont larges et plus le risque de liquidité est fort. Donc je vois. C'est sur la volatilité. Je ne pense pas le contraire. C'est pas une question de risque. La problématique qu'on a, c'est que quand on commence dans ce fameux mode 3, qui est une détermination statistique, on sait que les small cap et les mid cap, en cas de correction violente, corrigent dans des proportions extrêmement importantes. C'est-à-dire que l'espérance de gain est à peu près égale à l'espérance de perte, voire une espérance de perte supérieure. On sait que dans les valeurs, les grandes valeurs qu'on a en portefeuille, certes, on peut avoir, par un phénomène de liquidité que décrivait Hubert, une correction importante, mais en règle générale, elles reviennent très vite dans l'axe. Donc il faut faire attention à nos small et nos mid cap. Il est probable que dans la deuxième jambe de hausse dont je parle depuis quelques temps maintenant, on puisse se positionner. Moi, je voudrais aussi rappeler 2-3 choses. Il ne faut pas non plus qu'on passe notre temps à tourner comme des hélicoptères sur ce portefeuille, parce que c'est le risque à se voir toutes les semaines, dire et on rentre quoi, on sort quoi. Non, il va falloir juste de temps en temps se poser et attendre que ça délivre. On a les révisions en ce moment à la hausse. Le marché attendra. Moi, j'en suis à peu près persuadé. Alors, ça va très vite. Hein, mais comme ça va très vite, c'est toujours des grosses mains qui vont aller porter, acheter tout de suite une small, une mid cap. En très peu de temps, le titre va s'envoler et après, il ne se passera plus grand-chose. Donc, c'est pour ça que... Parce que là, on peut avoir les moyens de payer les frais pour le revendre, si c'est le cas. Après, il faut pouvoir le revendre aussi facilement qu'on l'a acheté, ce qui est généralement la deuxième phase. Il n'empêche que sur le long terme, on connaît bien, les petites valeurs fondent.